Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 heures sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres de l'actualité. Le président de la République a présidé aujourd'hui une cérémonie dédiée à la réalisation de sites de lancement satellitaires dans la région d'Obok. Et collision de bus au Sénégal, 40 morts et des dizaines de blessés. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a présidé ce lundi en fin de matinée au Palais de la République une cérémonie d'accord préalable de partenariat technologique entre notre pays et la société Hong Kong Aerospace Technology Group, spécialisée dans la conception, la réalisation et l'exploitation de plateformes de lancement de satellites et de fusées. L'audience entre le président Guelleh et le staff dirigeant de la société chinoise servit de cadre de concertation sur le calendrier d'intervention définitive du projet et les différentes phases dont il sera composé, censé conférer sur un laps de 5 ans à notre pays une série de plateformes de lancement de satellites et de fusées. Le projet de partenariat technologique qui acquiert aujourd'hui le principe d'accord est lui-même subordonné à la réalisation antérieure d'une série d'infrastructures de développement. C'est pourquoi la région septentrionale d'Obok, qui abritera ce méga-projet, est assignée au devoir d'acquérir en amont un port d'éclatement et une autoroute de standard international indispensable à l'acheminement de matériaux lourds nécessaires à la mise sur pied des sites aérospatiaux. Projet transversal, il disposera également d'un processus inévitable de développement énergétique, solaire, éolienne, hydroélectrique, etc. Cela ne serait-ce que parce que les infrastructures en construction exigent un besoin élevé d'électricité. Nul doute aussi qu'à travers ce projet, notre pays accède à une gamme plus fournie de données stratégiques sur son développement et à une plus grande capacité d'appréciation sur un ordre crucial de problématiques dont celles sont relatives aux conséquences du changement climatique. Partenariat gagnant-gagnant, Djibouti a choisi d'abriter ce projet d'environ 1 milliard de dollars sur la base de son emplacement géographique à proximité de l'équateur, propice à la réalisation de clichés de haute définition dans les missions d'observation et d'analyse satellitaire et de fusées aérospatiales. L'accord convenu prévoit la concession définitive des infrastructures aérospatiales constructives à la partie djiboutienne au terme d'une cogestion de 30 ans censé déboucher sur un processus de transfert de compétences et d'expertise. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a signé pour la partie djiboutienne la convention d'accord intervenue ce matin et l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la Chine, Abdallah Abdillahi Miguel, a pris part à cet événement. Et quant à la société Hong Kong Aerospace Technology Group, elle a été représentée par son directeur général Winston Lau Wei Hong, accompagné de ses principaux collaborateurs. Et le vice-président du groupe Aerospace Technology Group de Hong Kong, M. Allen Fong, a indiqué que Djibouti répond favorablement à une série de critères nécessaires pour construire des centres spatiaux et de lancement de satellites. Il a ajouté que ces projets visaient à construire 7 centres de lancement de satellites, dont 3 centres pour réaliser des tests. Il souligne que la société et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ont signé un mémorandum d'entente qui sera suivi de la signature du contrat dans le mois de février. Le vice-président n'a pas manqué de souligner les infrastructures logistiques importantes, notamment au niveau du port d'Obok, mais aussi pour la route le reliant au port spatial qui seront réalisées. Et dans une interview qu'il nous a accordée, l'ambassadeur de Djibouti en Chine, Abdallah Abdillahi Miguel, après la rencontre entre le président Guelleh et le représentant de la société Hong Kong, la réalisation de l'exploitation de plateformes de lancement de satellites et de fusées suite à l'accord préalable de partenariat technologique entre les deux parties. L'ambassadeur de Djibouti en Chine, présent à la cérémonie, a répondu donc et a affirmé que cette entreprise de Hong Kong proposait à notre pays un projet consistant d'un montant d'1 milliard de dollars dans la région d'Obok pour la construction de 7 plateformes aérospatiales. Cette entreprise voulait choisir un autre pays pour ce projet aérospatial, mais elle a décidé finalement de prendre pied à Djibouti parce que l'environnement et les conditions étaient réunies, et d'autant plus que nous sommes dans l'orbite au niveau de l'équateur, rendant plus pertinent ce noble projet. Et ce projet très important qui va nécessiter un investissement d'1 milliard de dollars va se poursuivre sur 5 ans
ans entre 2023 et 2027. Cet investissement ne coûtera rien aux finances de Djibouti puisque les fonds proviennent des bailleurs de fonds externes. Ce projet est le bienvenu donc, d'autant qu'il rehausse la renommée internationale de notre nation au niveau géostratégique et Djibouti aura une transparence et visibilité au niveau mondial. Il faut savoir, a-t-il indiqué, que notre chef d'État, suite à sa vision clairvoyante, a ordonné au ministre de l'Enseignement supérieur de former des ingénieurs spécialisés capables de lancer des satellites de petit format dans l'espace. Et poursuivant son interview donc accordée à notre collègue Awo Abdi de la RTD, l'ambassadeur a indiqué qu'il fallait savoir que dans le monde actuellement, seulement 5 pays européens disposent de ces dispositifs et technologies de lancement de satellites et fusées, à savoir la Russie, les États-Unis, l'Inde, le Japon et la Chine, ainsi que l'Union européenne qui maîtrise cette technologie spatiale. Et notre pays sera le 7e au niveau mondial et Djibouti sera le premier pays d'Afrique et du Proche-Orient doté de ce genre d'infrastructures de technologie aérospatiale. Dans l'avenir, notre pays sera en pointe, a poursuivi le diplomate djiboutien, dans la production industrielle à tous les niveaux, à l'instar des autres pays industrialisés. En somme, des débouchés pour les jeunes diplômés et des opportunités multiples verront le jour grâce à ce projet spatial qui va bientôt être lancé dans la région d'Obok et ses sites de lancement de satellites. L'ambassadeur a ajouté que cette entreprise de Hong Kong ne sera pas le seul bénéficiaire de ce projet. Djibouti également, qui est un partenaire de premier plan, d'où un projet mixte Djibouti-Chine. Des retombées économiques et du développement des infrastructures sont à l'horizon grâce à l'agrandissement et à la modernisation de la rade portuaire d'Obok. En effet, des bateaux de grande envergure seront amenés à accoster au port d'Obok, à son bord des pièces détachées de satellites et engins spatiaux qui seront assemblés sur place. Les investisseurs de ce projet vont développer également des infrastructures portuaires, mais aussi des routes modernes, larges et résistantes qui seront construites pour l'acheminement des matériaux du port jusqu'aux différents sites aérospatiaux. On peut d'ores et déjà, a indiqué l'ambassadeur, affirmer que grâce à ce projet, les retombées économiques seront très importantes car de nouvelles infrastructures et structures verront le jour avec la mise en place des centrales solaires, une usine de fabrication d'huile industrielle, mais aussi une usine de dessalement qui verront aussi le jour. La population de la région d'Obok va profiter et avoir de nouvelles opportunités économiques et sociales. Et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, s'est également exprimé. On l'écoute. Donc nous avons eu l'honneur tout à l'heure d'être reçus par le président de la République, la délégation chinoise, le groupe donc hongkongais pour l'aérospatiale, la technologie aérospatiale et notre délégation djiboutienne avec notre ambassadeur opérant en Chine. Nous lui avons donc présenté ce projet. Ce projet, vous avez posé une question très intéressante. Pourquoi Obok? On vous a répondu que c'était la localisation, à côté de l'Équateur. Il n'y a pas d'énormes risques, il y a la mer en face. Et des infrastructures sont déjà existantes. L'autre élément important, c'est que Djibouti a déjà une petite aventure dans le satellite, comme vous le savez, avec la formation de nos 10 ingénieurs, et puis une loi sur le satellite qui permet de réglementer. Donc nous avons déjà pris le devant à ce niveau-là. Maintenant, qu'apporte ce projet? C'est d'abord pas une dette. C'est la société hongkongaise, donc chinoise, qui apporte les financements, une partie de financement, et il y aura un fundraising pour complémenter. Le projet, comme il vous a été dit ce matin, tourne autour, dans un premier temps, autour de $1 milliard. Le contrat donc va nous parvenir au mois de février. Nous comptons donc remettre à la signature mars-avril. Et les premiers travaux vont commencer en fin 2023 pour finaliser la première rampe. Il y aura 7 rampes de lancement et 4 décès. La première rampe sera finalisée en 2024, Inch'Allah. Quelles sont les retombées? Très bonne question, parce que le tout, c'est pas de s'inscrire uniquement dans ce projet. C'est d'abord placer Djibouti à l'international. Il n'y a que 5 ou 6 pays qui ont cette capacité de lancement de satellites, et Inch'Allah, l'histoire montrera que Djibouti est rentré parmi ces grands pays. L'autre aspect, c'est que quand on lance un projet aussi important, il faut des infrastructures. Donc améliorer le port, les capacités du port d'Obok, parce qu'il y a beaucoup d'équipements qui vont arriver et des bateaux de plus grande importance, mais également la logistique. Donc les routes qui vont approvisionner entre le port
et la rampe de lancement, et le port de lancement, on va l'appeler lors de lancement de satellites, et donc toutes les infrastructures qui seront nécessaires. Mais c'est également un projet qui s'appelle construire, opérer et transférer. Transférer, bien sûr, une fois que dans un certain nombre d'années sur lequel on va se convenir, mais pour rendre, je dirais, durable ce projet, pour que les Djiboutiens, Inch'Allah, dans les années à venir, s'approprient. On a insisté du côté de la partie djiboutienne à ce qu'un centre d'excellence de l'ingénierie spatiale soit mis à disposition des Djiboutiens et plus tard, Inch'Allah, à l'international, pour que les Djiboutiens puissent, dans les années à venir, être non pas uniquement partie prenante, mais des véritables acteurs, Inch'Allah. Dans l'actualité également, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu ce matin la visite de la nouvelle ambassadrice de l'Allemagne à Djibouti, Heike Füller. Les discussions ont porté sur plusieurs sujets d'intérêt commun. La nouvelle diplomate allemande a souligné les liens d'amitié entre Djibouti et l'Allemagne et a évoqué son intention de renforcer davantage cette coopération. Le Premier ministre Abdelkader Kamel a souhaité la bienvenue à l'ambassadrice et lui a promis tout son soutien durant son mandat à Djibouti. A assisté à cette entrevue le chef du cabinet du Premier ministre, Ali Sillaï. La semaine de la solidarité nationale a débuté hier et le coup d'envoi a été donné hier donc par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed au Palais du Peuple. Et pour la deuxième journée de cette semaine, sous le patronage toujours de la ministre des Affaires sociales et de la solidarité, l'UNFD a abrité l'évaluation des réalisations de l'unité pilote de microfinance islamique et la remise de certificats aux meilleurs promoteurs organisés par l'ADDS. L'événement s'est déroulé en présence de la secrétaire générale de l'UNFD, Fatouma Moussa Abdi, du maire de la ville de Djibouti, Saïd Daoud, du directeur général de l'ADDS et du président de la commune de Balbala, des parlementaires ainsi que de tous les bénéficiaires de la microfinance islamique. Et depuis sa création au sein de l'UNFD et son lancement, leur diversification jusqu'à l'introduction du système islamique avec un taux d'intérêt de 0% a également pu susciter les attentes de nombreux bénéficiaires. Il est à noter que l'UNFD agit en partenariat avec le MAS et l'ADDS dans un grand nombre de programmes sociaux, à savoir l'alphabétisation des adultes, le renforcement du capital humain à travers le projet Pitch, pratique sociale essentielle, l'autonomisation des femmes à travers la formation et la bancarisation et la création d'AGR, des programmes intégrés et interconnectés qui constituent un ensemble de services visant à mieux préparer, équiper et autonomiser les bénéficiaires. Écoutons pour plus de précision l'intervention de la ministre des Affaires sociales et de Solidarité, Mme Loufa Ismaël Abdo. De vous souhaiter la bienvenue et vous remercier de votre présence à cette cérémonie axée sur les microfinances. C'est toujours un honneur d'organiser nos cérémonies en ce lieu privilégié pour nous les femmes djiboutiennes. Ce lieu qui a vu tant de femmes de grande valeur œuvrer dans le bien de leurs concitoyens et concitoyennes. Aussi, je voudrais à l'entame de mon intervention rendre un hommage appuyé à Madame la Première Dame et Présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Marwo Yohoyo Khadra Mohamed. Pour son combat inlassable, son engagement constant auprès de nos plus démunis et sa forte détermination dans la lutte contre la pauvreté. Elle ne cesse de nous encourager pour œuvrer davantage pour le bien-être de nos femmes djiboutiennes qui sont les bâtisseuses aujourd'hui de notre cohésion sociale et elles l'ont toujours été dans l'histoire de notre pays. Dans le cadre de l'autonomisation des ménages vulnérables et de leur intégration économique, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités, à travers son agence d'exécution, l'Agence djiboutienne de développement social, ainsi qu'à travers ses caisses, les CEPEC, et la microfinance islamique, ont conçu et mis en œuvre des programmes et outils pertinents comme la microfinance afin de mettre à disposition d'une large frange de la population écartée du système bancaire classique des produits et services abordables. Déterminant et puissant levier de lutte contre la pauvreté, la microfinance islamique et classique ont été organisées à Djibouti depuis 2012 en un réseau de caisses populaires d'épargne et de crédit dans la capitale ainsi que dans les 5 régions de l'intérieur. Historiquement, la microfinance, dans ses balbutiements, a commencé timidement dans les 5 quartiers de la commune de Balbala.
puis s'est étendu progressivement sur 3 quartiers de la commune de Boulos. Aujourd'hui, elle est présente dans les 5 régions et dans la capitale avec des produits financiers multiples comme la microfinance islamique ou classique et dans les secteurs variés tels que le commerce de détail, la production de tout ce qui est parpaing par exemple, le transport et la communication. Compte tenu du rôle important des instruments de la microfinance dans la promotion et l'autonomisation des ménages et des individus et de l'engouement suscité par ces produits et services financiers avec un volume de distribution de 318 millions de francs touchant plus de 2700 bénéficiaires dont 80% sont des femmes, 18% d'hommes. La microfinance constitue donc indéniablement un instrument privilégié de lutte contre la pauvreté. Mesdames et messieurs, les performances enregistrées par la microfinance sont incontestables. Les bénéficiaires deviennent des acteurs clés de leur propre développement et du développement socio-économique du pays. Ces résultats sont d'abord ceux de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh. Il a toujours voulu que sa politique soit axée sur un développement intégré afin de parvenir à une société plus résiliente et plus inclusive qui rend la dignité à nos femmes et à nos hommes. Et dans la continuité des activités de cette semaine nationale de solidarité, une forte délégation conduite par la ministre des Affaires sociales et de solidarité, composée du directeur de la DDS, de la secrétaire générale du ministère, Amina Ahmed, ainsi que des conseillers, a été reçue par le maire de la ville de Djibouti, Saïd Daoud, à l'occasion d'une réunion de concertation et d'échange en compagnie des présidents des communes et des élus locaux. Donc c'était hier après-midi à la mairie de la ville de Djibouti. Les objectifs de cette rencontre constituaient entre autres à sensibiliser sur les actions de la Semaine nationale de solidarité, informer sur les interventions du ministère, mais aussi de se concerter sur les voies et moyens de collaboration conjointe entre le ministère et la mairie. Pour ce faire, le ministère a présenté les résultats issus de l'enquête de terrain lors du ciblage et de l'identification des ménages pour les projets de réponse d'urgence, de protection sociale, ainsi que l'état d'avancement. Le maire de Djibouti a, dans son allocution, souhaité la bienvenue à la ministre et à sa délégation et a rappelé la convergence des missions du ministère et de la mairie. Il a également promis une entière collaboration dans l'exécution des missions menées par le ministère et a souligné la disponibilité des élus locaux pour également accompagner le ministère des Affaires sociales et des Solidarités. Je me réjouis de vous dire, soyez la bienvenue à la mairie de la ville de Djibouti. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Arhiba. Sodewo, Madame la ministre. Madame la ministre, je profite de ces instants pour vous présenter, ainsi qu'à l'ensemble de cette large assistance, mes vœux les plus chers pour la nouvelle année 2023. Madame la ministre, permettez-moi de vous faire part de ma satisfaction quant aux similitudes des missions et de nos institutions qui convergent à plus d'un titre, c'est-à-dire servir nos concitoyens. Et c'est en quête d'un développement économique, social, etc., durable, harmonieux et inclusif. Cela étant, Madame la ministre, j'ai le plaisir de vous garantir l'entière disponibilité de la mairie de Djibouti en vue d'une pleine collaboration. Permettez-moi également de rappeler que les autorités municipaux constituent par leur statut d'élus locaux parce que, investis du pouvoir de la population de la ville de Djibouti, le trait d'union entre l'État et la population. Autrement dit, la liaison entre l'administration de l'État et les administrés.
Et de son côté, la ministre Loufa Ismaël Abdou a abordé les axes thématiques au centre de cette semaine nationale, notamment la réponse d'urgence face au choc, le développement des services sociaux de base et la résilience, ainsi que l'autonomisation. Elle a également rappelé le programme de couverture sociale de santé, le PASS, et l'importance que revêt ce programme pour les ménages les plus vulnérables. On l'écoute. Il y a des choses que le gouvernement doit faire au niveau des populations que vous devez relayer, mais il y a également des choses, et c'est pour ça qu'on est là, que vous devez relayer au niveau des populations pour dire que le gouvernement fera ce qu'il a à faire. Mais le gouvernement n'est pas là pour se substituer ni à la famille, ni à la solidarité familiale, ni de voisinage. Par contre, il y a des obligations que vous devez également remplir. Des ménages que vous voyez, si ce sont vos voisins qui n'amènent pas leurs enfants à l'école, c'est un crime. Un crime parce qu'un enfant qui ne va pas aujourd'hui à l'école, demain, ça serait le chômeur de demain, il pourra souffrir encore et le cercle vicieux de la pauvreté va reprendre. Donc il est très important et vraiment tout un chacun que nous puissions prendre justement les politiques sociales que nous menons pour le compte du président de la République vraiment au sérieux et que ça soit vraiment quelque chose qui puisse être vraiment donnant-donnant. Nous allons aider, mais de l'autre côté, il faut que le ménage lui-même cède pour qu'il puisse sortir de la pauvreté. Voilà le message que nous avons. Et bien sûr, l'axe principal dans lequel nous allons agir et que Djibouti est vraiment bien loti, nous avons également l'axe du développement social. Vous avez, certains d'entre vous étaient là lors de la présentation aujourd'hui du directeur général de la DDS. Nous avons une agence djiboutienne de développement social qui exécute des projets intégrés. Et c'est pas maintenant, c'est depuis maintenant 2008 que la DDS exécute des projets intégrés. Intégrés qui veut dire quand elle agit dans un secteur, elle ne crée pas ou elle ne construit pas seulement un centre de santé ou une école. Non, elle fait en sorte que tout ce qui manque dans une commune ou dans une zone définie puisse être complété. Et toujours dans le cadre des activités de la Semaine nationale de solidarité, le ministère des Affaires sociales et de solidarité a organisé hier une journée porte ouverte à l'endroit des ménages nécessiteux et résidents des quartiers populaires de la commune de Balbala. Dès les premières heures de la matinée d'hier, une immense foule de gens répondant à l'invitation des responsables du ministère se sont retrouvés dans la grande cour du siège administratif de la sous-préfecture du 5e arrondissement de la commune. Arrivés devant le guichet de solidarité sociale situé au siège de ce 5e arrondissement, les participants, en majorité des mères de famille, ont été chaleureusement accueillis par leur responsable et agent du guichet numéro 5 du ministère des Affaires sociales. À en croire les responsables du dit guichet, cette journée riche en couleurs a été l'occasion pour eux de montrer du doigt et rendre palpables les efforts entrepris, car nombreux sont les bénéficiaires venus témoigner que les programmes mis en œuvre ont donné ses fruits. Et c'est le cas de Mme Dahabo Ali Kidar ou de M. Ousmane, qui ne cesse de remercier l'ensemble du gouvernement et particulièrement le président de la République. Pour d'autres, cette journée porte ouverte a été l'occasion de s'informer avec soin auprès des responsables concernant leur cas, autrement dit, se renseigner. Dans l'actualité nationale toujours, la gendarmerie nationale a déployé aujourd'hui son contingent de 180 gendarmes composés de femmes et d'hommes en mission de maintien de paix en République centrafricaine. Et dans ce cadre, le haut commandement de la gendarmerie nationale a organisé une cérémonie en l'honneur du départ la première formation pour la gendarmerie nationale. Cette cérémonie grandiose, présidée par le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed Burhan, s'est déroulée au centre de conférence Hoche Idlé en présence du colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale et de plusieurs officiers supérieurs de l'institution. Et dans une allocution prononcée à l'occasion de cette cérémonie, le colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, a rendu un vibrant hommage au président de la République, chef suprême des armées, pour sa confiance et son soutien indéfectible dans l'aboutissement de ce projet phare. On écoute le colonel. Excellence, Monsieur le ministre de la Défense, officiers, sous-officiers, gendarmes. Tout d'abord, permettez-moi d'adresser mes plus vifs remerciements à Monsieur le ministre de la Défense pour avoir bien voulu se joindre à nous ce matin malgré ses responsabilités. C'est avec une immense joie que je m'adresse à vous ce matin, car aujourd'hui,
est un grand jour pour nous tous. C'est officiel, la date d'aujourd'hui entrera dans l'histoire de notre institution car elle marque le déploiement de notre FPU en mission de maintien de la paix sous l'égide des Nations Unies. Ce déploiement signifie pour nous, gendarmes, la concrétisation d'un projet majeur qui certes contribuera davantage au rayonnement de notre arme dans les concerts des nations et à celui de toute la République de Djibouti, mais qui nous permettra surtout de renforcer pleinement nos capacités et participera indéniablement à la professionnalisation de nos gendarmes. Le commandement et les Nations Unies attendent de vous une exemplarité dans votre comportement de tous les jours et une discipline impeccable. Sachez que tous vos gestes et faits seront scrupuleusement scrutés et qu'aucun écart de conduite de votre part ne sera toléré. Conformez-vous aux règles des Nations Unies régissant l'emploi des contingents et respectez rigoureusement le mandat de la MINUSCA. Je vous exhorte donc à incarner de la meilleure manière qui soit votre rôle d'ambassadeur de notre institution et de notre pays. Je voudrais dire au personnel féminin de la FPU qu'elles ont tout mon soutien. Tous les conseils que j'ai énoncés plus haut sont valables à eux aussi. Soyez dignes de confiance, placez en vous et faites montre du courage et de l'abnégation que nos femmes arborent fièrement. Je voudrais témoigner ma profonde gratitude à son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, Président de la République, chef suprême des armées, pour son soutien indéfectible. Je voudrais remercier également son Excellence le ministre de la Défense, qui nous a apporté tout son soutien dans ce projet éminent. Je n'oublie pas de remercier tous nos partenaires locaux et des pays amis qui nous ont soutenus de près ou de loin dans la réalisation de ce projet. Enfin, je vous souhaite à tous plein de succès dans la mission et vous dis bon vent. Et de son côté, le ministre de la Défense chargé de relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed Bourhan, a félicité l'ensemble de la troupe pour leur engagement et leur a souhaité pleine réussite dans leur mission. Monsieur le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, officiers, sous-officiers, gendarmes, le rendez-vous qui nous rassemble aujourd'hui au centre d'entraînement Cheikh Moussa est un rendez-vous majeur, comme le vient de l'expliquer votre chef d'état-major. Et c'est un grand plaisir pour moi, en ma qualité de ministre de la Défense, de me joindre à vous à l'occasion du départ de la FPU de la gendarmerie. Depuis l'accord du gouvernement pour une projection d'un contingent de la gendarmerie nationale en mission de maintien de la paix en Centrafrique, la gendarmerie nationale a fait beaucoup de chemin et le haut commandement s'est investi, je le sais, corps et âme. Il est lieu, aujourd'hui comme hier, de rendre un vibrant hommage à son Excellence, le Président de la République, chef suprême des armées, pour sa confiance et son soutien de tous les instants. Je vous renouvelle mon soutien et celui des membres du gouvernement. Vous allez surélever le défi et répondre présent comme vous avez toujours su le faire lors des grands rendez-vous. Je voudrais m'adresser au contingent sans être long puisque le chef d'état-major a tout dit. Je voudrais seulement mettre l'accent que de par votre présence en zone de mission, vous allez de facto représenter la République du Djibouti. Par conséquent, la rigueur dans la discipline est de mise.
Et le chef d'état-major de la gendarmerie nationale et les officiers supérieurs de la gendarmerie ont été présents à l'aéroport d'Ambouli où ils ont fait une aide d'honneur au contingent avant son embarquement dans l'avion de l'Ethiopian Airlines spécialement affrété par les Nations Unies. L'avion a finalement décollé à 7h10 du tarmac à l'aéroport international de Djibouti avec l'ensemble du contingent. Dans le cadre de la réussite de ce déploiement, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden, a rendu un vibrant hommage au président de la République pour sa confiance et son soutien indéfectible dans l'aboutissement de ce projet. L'autorité militaire adresse également ses très sincères remerciements au ministre de la Défense pour son soutien multiforme dans le déploiement du contingent. Le chef d'état-major n'a pas manqué de remercier l'ambassadeur de Djibouti aux États-Unis pour sa forte implication dans ce projet éminent. Enfin, le colonel Zakaria Hassan Aden a remercié tous les partenaires locaux et des pays amis pour leur précieuse assistance afin que le déploiement soit une réussite. Pour conclure, il a félicité l'ensemble de la troupe pour leur engagement et leur souhaité pleine réussite dans leur mission. En marge du premier forum d'investissement et des affaires djibouto-turc, la délégation djiboutienne conduite par le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Daoualé, composé du ministre du commerce et du tourisme et de la secrétaire d'État aux investissements et de l'ambassadeur plénipotentiaire de Djibouti en Turquie, a eu une réunion bilatérale de travail avec le vice-ministre turc du Trésor et des Finances, président du conseil d'administration d'Exim Bank turc, Murat Zaman. Les discussions ont porté sur les voies et moyens de renforcer les relations bilatérales et surtout le partenariat économique entre nos deux pays. Le ministre a remercié au nom du président de la République et du peuple djiboutien pour l'excellence des relations entre les deux pays dans la coopération, notamment l'exemple de réussite de cette coopération qu'est le barrage d'amitié djibouto-turc offert par le peuple frère qui a permis de protéger la ville de Djibouti lors des dernières pluies diluviennes comme la semaine dernière. Il a été discuté également de l'appui de la Turquie à l'emploiement des jeunes djiboutiens, notamment diplômés, pour la mise en place des structures telles que le Business Park. Il a été également abordé un appui technique au processus de recensement national de la population, la finalisation de l'étude de faisabilité de la zone économique spéciale avec des partenaires techniques et un appui technique pour l'étude des mini-barrages en amont du barrage d'amitié Djibouti-Turquie. Et dans le cadre de la mise en œuvre du projet de gestion intégrée de ressources en eau, le ministère de l'Agriculture et l'UNFD ont signé ce matin dans le cabinet du ministère une convention de partenariat. Cette convention a été signée entre le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, Ibrahim Elmi, et la secrétaire générale de l'UNFD, Fatouma Moussa, en présence du ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awale. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme initié par le président de la République et la Première Dame, axé sur l'alphabétisation fonctionnelle. Ce projet, cofinancé par le FIDA et la République de Djibouti à travers le ministère de l'Agriculture, d'un montant à hauteur de 107 millions de nos francs, cible principalement les femmes et les jeunes ayant quitté très tôt le système scolaire. Écoutons pour plus de précisions concernant ces signatures de partenariat l'intervention du ministre de l'Agriculture. Nous avons
ce matin signé un projet d'alphabétisation de gestion intégrée des ressources en eau qui comprend un volet appui aux femmes de la République de Djibouti, surtout au milieu périurbain et rural. Le projet de convention que nous venons de signer s'inscrit dans le cadre du programme initié par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, et également en appui de Madame la Présidente de l'UNFD, Madame la Première Dame Khadra Mohamed Haïti. Ce projet d'un montant de 107 millions de francs djibouti comprend un volet sensibilisation des maires conseillères, un volet alphabétisation et un volet d'appui fonctionnel aux femmes rurales. Ce projet d'une dimension importante procédera également à la nutrition des femmes en République de Djibouti. Je suis heureux d'avoir signé cette convention puisqu'elle va permettre d'appuyer l'UNFD en République de Djibouti. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, la Commission des finances de l'économie générale du plan s'est réunie ce lundi en vue d'examiner le projet de loi portant approbation des comptes financiers de la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti pour l'exercice 2021. Cette réunion présidée par le député Chalmaki Moussa Arré a vu la participation des parlementaires, membres principalement de la Commission des finances, ainsi que du ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guedi, accompagné des responsables de la SIHD. Après avoir épuré différents thèmes quant au panel des mesures mises en place et relatives à la gestion et à l'administration de la SIHD pour l'exercice 2021, la Commission des finances a conclu ses travaux de la journée en exprimant à la prochaine séance publique son avis favorable pour l'adoption du projet de loi 182 de la 8e législature. Actualité africaine à présent, c'était dans le titre de cette édition. Collision de bus au Sénégal, 40 morts et des dizaines de blessés. 40 personnes ont été tuées et des dizaines blessées lors d'une collision entre deux bus dans la nuit du samedi à dimanche au Sénégal, où le président Macky Sall a décrété un deuil national de 3 jours. L'accident le plus meurtrier dans ce pays d'Afrique de l'Ouest ces dernières années a eu lieu près de la ville de Kaffrine, à environ 250 km au sud-est de la capitale Dakar, selon la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Selon un communiqué du gouvernement, la collision frontale a fait, selon un nouveau bilan provisoire, 40 morts, 36 blessés graves et 49 blessés légers. Un précédent bilan des pompiers et du parquet faisait état de 38 morts. Le chef de l'État, profondément attristé par le tragique accident routier, a décidé d'un deuil national de 3 jours. À partir d'aujourd'hui, il a été attendu sur place aujourd'hui, tout comme le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement sénégalais. Un conseil interministériel se tiendra donc pour la prise de mesures fermes sur la sécurité routière et le transport public des voyageurs, a précisé le chef de l'État. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Télé Djibouti.